Voilà, alors pour commencer, je devrais vous dire que tout ce qu'a dit Jean-Philippe à l'instant est très exagéré. Je ne suis pas un puits de science, j'ai des connaissances limitées, et notamment le titre de la conférence, bon, quoi de neuf depuis 50 ans? Bon, déjà, on a rétréci de 10 ans, c'était 60 au départ. J'ai commencé professionnellement dans l'informatique en 1969, donc il y a longtemps. Et ce qu'il y a de neuf, ben, vous le connaissez mieux que moi parce que vous êtes plus sur le terrain que moi. Donc, je vais surtout vous parler de qu'est-ce qu'il y avait de plus vieux il y a 50 ans, plutôt que ça. Pour remettre un peu dans le contexte, je pense que ce n'est pas inutile de prendre un peu de recul, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, la façon dont se passait l'informatique il y a 60 ou 50 ans, c'est complètement exotique et vous en avez sans doute une intuition relativement limitée. Donc, je vais essayer de vous montrer. Et je pense que le travail de la sécurité informatique, je ne suis pas sûr qu'il ait changé tellement que ça. Je pense que les choses que vous êtes amenés à faire, c'est toujours un peu les mêmes. Ce qui change surtout beaucoup, c'est le contexte dans lequel vous les faites. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer, y compris des choses récentes. Je travaille avec des économistes ces derniers temps, des économistes, des banquiers même, qui m'ont aidé à comprendre mieux dans quel contexte économique se situait l'activité informatique. Et c'est peut-être un peu plutôt de ça que je vais vous parler. Là, hop, non, hop, non, d'accord. Alors, depuis 50 ans, oui, effectivement, tout a changé. Euh, la délégation à l'informatique, alors dans le cadre du plan calcul, le gouvernement français, alors le plan calcul, c'était beaucoup critiqué, il y avait beaucoup de choses critiquables, n'empêche qu'à l'époque, il y avait une véritable ambition industrielle et scientifique, il y avait une véritable vision qu'on peut regretter parce que, alors à l'époque, nous avions détesté tous ces gens-là, mais n'empêche que par rapport à ce qu'on voit maintenant comme niveau d'incompétence dans nos milieux dirigeants, on peut les regretter. Au moins, c'était des gens à qui on pouvait essayer d'expliquer ce que c'était qu'un ordinateur, un logiciel. Maintenant, bon, il y a quand même eu plutôt un recul de ce point de vue-là. Donc, parmi les organismes qu'avait créé le gouvernement de l'époque, il y avait la délégation de l'informatique qui a organisé un recensement des ordinateurs sur le territoire français. Et au total, il y en avait 6500. Il y avait 6500 ordinateurs. L'ordinateur sur lequel j'ai commencé à travailler en 1969 n'aurait pas tenu dans cette pièce. Il avait une puissance de calcul infiniment plus faible que celle de ce portable sur lequel je fais ma présentation. Euh, il n'aurait pas tenu dans cette pièce. Nous étions 150 à nous le partager. Ça marchait. On arrivait à faire des trucs. En l'occurrence, je travaillais à l'INSEE. On faisait un recensement de la population, quand même un truc. Euh, quand on voulait faire une mise à jour de système ou un truc comme ça, alors ça ressemblait beaucoup à ce qu'on appelait une génération de système à l'époque. C'était exactement la même chose que la compilation d'un noyau Linux. C'était pareil, y compris le langage. De ce point de vue-là, c'est resté très stable. Eh ben, on réservait l'ordinateur la nuit et on venait à 2 heures du matin parce que les ordinateurs travaillaient entre eux. Oui, c'était tellement cher, ces grosses machines, qu'il y avait des opérateurs. Oui, il y avait des opérateurs. Ça s'appelait des gens dont le boulot était de monter des bandes magnétiques, etc. Enfin, bref, tout un folklore. Et donc, il y avait au total 6500 ordinateurs en France, dont 650 dans les administrations, 646 dans les entreprises publiques. Et le reste, c'était uniquement les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, etc. L'informatique restait un phénomène très limité socialement, un peu comme aujourd'hui les accélérateurs de particules. Bon, l'anneau du CERN à Genève, c'est un truc important, mais on n'imagine pas que chacun ait un anneau du CERN dans son salon. Euh, les ordinateurs quantiques, au passage, pour ceux qui rêvent de l'ordinateur quantique, je vous rappelle que ça marche au voisinage du zéro absolu et que vous n'aurez pas le zéro absolu dans votre cuisine demain. Euh, bah, je ne vous le souhaite pas d'ailleurs. Enfin, ça pourrait arriver, mais ce n'est pas souhaitable. Et en fait, l'événement extrêmement important qu'on n'a pas bien mesuré à l'époque, mais qui rétrospectivement est très important, c'est l'invention des microprocesseurs par Ted Hoff et Federico Fagin en 1970. Alors au début, on n'a jamais rien vu venir, mais c'est la généralisation du microprocesseur et donc de l'ordinateur personnel et donc des ordinateurs que vous connaissez
qui tiennent dans ces espèces de petites boîtes-là, qui a permis à chacun d'avoir un ordinateur chez lui. C'est ça la véritable révolution qui a déclenché une révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, ce qui est la troisième de l'histoire, hein, il y a eu la première à la fin du XVIIIe siècle. Alors, on parle toujours de la machine à vapeur, mais en fait, ce qui a permis la machine à vapeur, c'est les progrès de la chimie et de la métallurgie qui ont permis d'avoir des aciers permettant de faire vraiment des machines à vapeur qui marchent. Parce que avant ça, bon, Denis Papin avait réussi à faire des trucs dans une marmite, mais enfin, on ne pouvait pas vraiment faire de trucs industriels avec ça. Donc, l'invention des microprocesseurs déclenche la révolution industrielle informatique. Donc, la première, c'était fin 18e. Ensuite, à la fin du 19e, il y a eu l'électricité industrielle et le moteur à combustion interne qui ont été la seconde révolution industrielle, qui ont fondé la grande industrie du XXe siècle, telle qu'on l'a connue, et sur laquelle est fondé encore le modèle économique auquel rêvent les dirigeants, les syndicats, les hommes politiques. Tout le discours sur le départ à la retraite aujourd'hui, c'est basé sur cette vision complètement dépassée du temps de travail. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait de la main-d'œuvre. Et donc, la main-d'œuvre, elle travaillait en fonction du temps qu'elle passait sur ces machines dans des usines. Et donc, c'était très important de contrôler le temps de travail et le temps de présence des ouvriers dans les usines. Bon, au cours des 50 dernières années, la part de la population ouvrière dans la population active, ça a été divisé par 2. Et maintenant, ce qui a de plus en plus d'importance, et qui, si on regarde les courbes, elles se croisent il y a quelques années, c'est le cerveau d'œuvre. C'est-à-dire, on demande aux gens de se servir de leur cerveau, ce qui change pas mal les choses. Et donc, à la limite, qu'ils soient présents ou qu'ils soient chez eux, on a bien vu avec le télétravail, je pense que le télétravail a pu déclencher une prise de conscience du fait que maintenant, ce qui compte, c'est le cerveau des gens et non pas qu'ils soient là, debout devant leur machine de telle heure à telle heure et qu'ils fassent usage de leur cerveau au bénéfice, autant que possible, des gens qui les rémunèrent. Hein. Mais pour qu'un cerveau marche, il faut aussi qu'il fonctionne un peu librement, qu'il ne s'occupe pas uniquement de travailler de telle heure à telle heure sur le projet machin truc bûche de son employeur, mais qu'il ait le temps de rêvasser, parce que c'est bien connu, en programmation, c'est bien connu, hein, les idées salvatrices, elles viennent sous la douche. Et la douche, on ne la prend pas dans les locaux de son employeur. Bref, je continue. À la fin des années 80, l'ordinateur personnel est omniprésent, et ça, c'est la fin de l'industrie informatique européenne. Jusqu'à la fin des années 70, l'Europe avait une industrie européenne qui tenait la route. Il y avait le projet. Alors, Valéry Giscard d'Estaing a joué un grand rôle dans sa liquidation. Il y avait un consortium qui s'était créé au début des années 70, le consortium Unidata, qui réunissait la C2I, Siemens et Philips, qui avaient fait une gamme d'ordinateurs compatibles entre eux et compatibles également avec les ordinateurs IBM, ce qui était une façon d'attaquer le marché d'IBM en Europe. Bon, on peut critiquer ci ou ça, mais n'empêche que ça marchait pas mal et ça donnait un espoir. Bon, Giscard d'Estaing a décidé de liquider le consortium Unidata pour des raisons impures, pour obéir à un industriel qui avait financé sa campagne électorale. Bref, extinction de l'industrie informatique européenne dans les années 80. Ça disparaît, ça n'existe plus. Bon, pour en revenir au problème qui nous intéresse, la fin des années 80, c'est aussi l'apparition donc du premier verre célèbre, le verre de Morris, qui, par suite d'une erreur, a lancé son verre qui a infecté à peu près 10% des ordinateurs sous Unix BSD qui étaient à l'époque sur Internet, qui existaient déjà depuis quelque temps. Donc, on a eu l'invention du verre. Hein. Alors ça concerne directement notre sujet. Et juste après l'invention du verre, il y a eu la création du premier CERT à l'université Carnegie Mellon, subventionné par le gouvernement américain pour justement lancer une institution dont le boulot ce soit d'aider les gens à résister aux attaques aux cyberattaques, si vous voulez. Bon, je continue mon historique. À la fin des années 90, l'économie mondiale est entièrement réorganisée autour de l'Internet et l'Internet devient l'infrastructure principale. Bon, les ports, les chemins de fer, tout ça, ça continue à être utile, les autoroutes. L'infrastructure
capitale du monde actuel, c'est l'Internet. Ça, il faut le dire parce que vous-même, qui êtes des acteurs de ces choses-là, souvent vous êtes trop modeste. Vous n'avez pas conscience d'être au cœur du monde moderne. Euh, parce que, pourquoi vous n'en avez pas conscience? Parce que tout le monde vous dit le contraire. Tous les gens des anciennes trucs importantes, hein, genre l'industrie automobile, des trucs complètement en fin de course à l'industrie automobile. Bon, il continuera à y avoir des automobiles, bien sûr, mais l'industrie automobile, c'est fini. Ça n'arrête pas de diminuer. Mais les gens de l'industrie automobile sont encore puissants et c'est eux qui essaient de vous faire croire que l'informatique, finalement, c'est un petit truc comme ça. Bon, en 2007, tout le monde a accès à l'Internet, les téléphones sont des ordinateurs, le cloud démarre, on ne voit pas le bas, mais ça indique que la cybercriminalité, c'est d'une part un modèle d'affaires et d'autre part une arme de guerre. Alors là, si je clique, oui, voilà, ça vient. Bon, alors ça, c'est pour vous montrer encore avec des chiffres l'importance de l'industrie informatique. Hein, c'est la première industrie mondiale et de loin. 5000, alors en 2022, alors tout ça, c'est des chiffres à prendre à la louche. Hein, bien sûr, c'est des estimations en grande masse. Si on, si on, si on réunit l'industrie informatique proprement dite, y compris la microélectronique, 5174 milliards de dollars, et ça monte sans arrêt. L'automobile de 1950, et ça n'arrête pas de diminuer. Bientôt, l'informatique, ce sera très bientôt le double de l'industrie automobile, qui passe pour être la première industrie mondiale. Pour donner des comparaisons, je vais donner ici les chiffres, les PIB des principaux pays. Alors, il faut bien voir qu'un PIB, ce n'est pas la même chose qu'un chiffre d'affaires. Hein. C'est plutôt un compte d'exploitation, parce qu'il faut on déduit le PIB, on déduit les intrants, on déduit les importations, on déduit des choses comme ça. Enfin, c'est pour donner un ordre de grandeur des chiffres, c'est-à-dire que l'industrie informatique mondiale, c'est presque 2 fois le PIB de la France. Le PIB de la France étant égal au PIB de l'ensemble du continent africain, toujours pour donner des ordres de grandeur de comparaison. Et puis je vous mets là ici les chiffres. Alors si on compare le PIB des États-Unis et le PIB de la Chine, on voit que le PIB de la Chine a l'air très important. Alors bien sûr, c'est un peu une erreur de perspective parce que du PIB, on déduit les importations et donc les États-Unis importent beaucoup plus que les Chinois et les Chinois exportent beaucoup plus en proportion que les États-Unis. Donc on a l'impression que là, la Chine est tout près des États-Unis. En fait, pas tant que ça. Mais les États-Unis sont un pays qui vit des autres, hein, qui produit de moins en moins et qui importe de plus en plus. Surtout, ce qui est important, l'informatique et l'industrie dont dépendent toutes les autres, ben ça, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire. Hein, ben les usines automobiles ont fermé parce qu'il n'y avait plus de composants électroniques. Voilà. Et tout ce qui dépendait de l'informatique, c'est que ça avait lieu. Si on regarde la R&D, les budgets de R&D, on voit qu'il n'y a plus que de l'informatique dans les premiers. Là, c'est les 8 premiers investisseurs en R&D. Il n'y a plus que l'informatique. Si on va un peu plus loin dans le classement, on va trouver l'industrie pharmaceutique. Et ça confirme, il y a très longtemps, un collègue m'avait dit, parmi les religions laïques du XXIe siècle, je ne parle pas des vraies religions, mais les religions séculières, les trucs auxquels les gens croient sans que ce soit vraiment une religion, il y a 2 concurrents, l'informatique et la médecine. Et on voit bien, la crise du Covid aussi a confirmé ça, et avec la magnifique convergence d'ailleurs des vaccins à ARN, qui sont des produits entièrement informatiques. Ça a été créé, les vaccins ARN ont été créés sur ordinateur en 48 heures à partir de la séquence de génome par des gens qui n'avaient pas vu un seul exemplaire du virus biologique. Alors, je profite de faire une parenthèse dans cette histoire de la sécurité informatique pour une association sœur complémentaire et sympathique. Alors, quand je ne vais pas à l'OCIR, je vais à l'ARCSI. C'est une très bonne association, Association des rêveuses du chiffre, présidée par le général Jean-Louis Desvignes.
alors, qui aborde les questions de sécurité sous un angle un peu différent, souvent historique. La moyenne d'âge est un peu plus élevée. Enfin, c'est comme le CIR, il y a chaque année un banquet annuel que j'ai raté malheureusement, c'était samedi dernier. Alors, Jean-Louis Desvignes, je l'ai bien connu parce que c'est à l'époque où j'étais à l'Institut Pasteur. Je lui avais demandé l'autorisation, c'était les années 90. J'avais écrit une belle lettre que j'avais soumise au directeur général de l'Institut Pasteur, Maxime Schwartz, pour qu'il la signe et qu'il l'envoie au général Desvignes pour avoir l'autorisation d'utiliser SSH. Parce que l'Institut Pasteur avait des secrets à protéger, hein, c'est le secret de sa recherche. Et Jean-Louis Desvignes avait attendu le dernier jour pour me répondre miette. Donc, à l'époque, c'était la fonction de la DCSSI, l'ancêtre de l'ANSSI actuelle, était, ça a bien changé, c'était surtout d'interdire aux gens d'utiliser les outils de sécurité. Pour respecter, naturellement, comme l'Institut Pasteur était un organisme qui respectait la loi, on a respecté cette interdiction, mais les pirates qui existaient déjà, eux, ont... Mais depuis, je me suis beaucoup réconcilié avec Jean-Louis Desvignes, qui est un homme extrêmement sympathique. Et l'ARCSI a organisé un voyage à Bletchley Park. Alors ça, c'est la préhistoire de la sécurité informatique. Alors, j'en ai fait un petit compte-rendu sur mon site que vous pourrez visiter si vous voulez, avec quelques photos que je vais vous montrer ici. Alors, Bletchley Park, comme vous savez, c'était le site où Alan Turing et ses petits camarades, assistés de milliers de dames décodeuses, essayaient de décoder à la main les messages secrets de l'armée allemande, enfin de la marine allemande, puis de l'armée de l'air, de l'armée de terre. Et on peut dire que c'est aussi, ça fait partie de la préhistoire de l'informatique. Hein. Alors, on a surtout retenu le nom de Turing, qui est fameux pour de nombreuses raisons, mais il n'était pas du tout le seul là-bas. Il y avait d'autres gens importants qui ont contribué à ce décodage, et tout le monde est d'accord pour dire maintenant que ça joue un grand rôle. Alors, je vous conseille visiblement la visite à Bletchley Park. Hein, c'est faisable en 24 heures. Hein. Vous prenez le premier Eurostar du matin, la gare de banlieue qui va à Bletchley Park est à 10 minutes à pied de la gare de terminus du Eurostar. Vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée. Et à côté de Bletchley Park, vous avez aussi le musée de l'informatique britannique que je vous invite à visiter. Et vous pouvez revenir dans la journée si vraiment vous n'avez pas envie de passer une nuit d'hôtel là-bas. Alors voilà l'Enigma, c'est une photo que j'ai prise là-bas. Donc l'Enigma était la première machine à laquelle se sont attaqués les gens de Bletchley Park. Et puis ensuite, il y a eu la machine de Lorentz, beaucoup plus difficile, pour laquelle Turing et ses camarades ont conçu la bombe qui était chargée de déchiffrer les messages secrets. Alors, c'est très intéressant, c'est très bien expliqué, le musée est très bien fait, et on voit bien que sans les erreurs des codeurs allemands, notamment, ils avaient l'habitude idiote de signer leur message Heil Hitler, qui était une phrase qui revenait tout le temps. Et donc, on avait déjà un exemple de texte clair dont on connaissait le codé, et ça permettait, c'est grâce à ça, il y a quelques erreurs du même genre, que les décodeurs britanniques ont pu, et ça a mis fin à la guerre anti-sous-marine. Et je vous rappelle que si l'armée soviétique a pu gagner à Stalingrad, sans les fournitures de matériel américain et anglais qui arrivaient par mer, ça n'aurait pas été possible. Voilà, alors on n'a pas trouvé d'exemplaire d'époque de la bombe, mais voilà, ils ont reconstitué cet exemplaire. Alors on voit que ce n'est pas encore un ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a encore des manipulations de cadrans manuels auxquels il faut faire attention pour faire marcher la machine. Enfin, ça permettait quand même de gagner énormément de temps par rapport au travail purement manuel de décodage et de vérification de milliers de possibilités de chiffrement. Alors, la cryptographie informatique commence quand même un peu plus tard. Alors, j'en parle comme je l'ai vu arriver. Nous, on voyait arriver ça en rigolant au début des années 70. Alors, l'INSEE était client d'IBM, donc c'était surtout les gens d'IBM qu'on connaissait. Donc, le premier algorithme implanté opérationnellement, à notre connaissance,
c'est l'algorithme Lucifer qui a été conçu par un Allemand exilé aux États-Unis, Horst Feistel. Alors, ce Horst Feistel était assez mal vu des services secrets américains parce qu'il était allemand, mais enfin non, c'était un Allemand anti-nazi qui avait fui le nazisme. Et puis finalement, on en a normalisé une version affaiblie. Alors l'idée qui a prévalu jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'était qu'il fallait que le chiffrement ne soit pas trop fort pour que les services étatiques puissent déchiffrer. Donc le DES était une version affaiblie de Lucifer pour être sûr que la NSA et la CIA puissent le déchiffrer. Mais je me rappelle, là où on a vraiment éclaté de rire, c'est quand l'ingénieur d'IBM nous a expliqué que le système était normalisé. Pour nous, un système de chiffrement normalisé, ça paraissait extrêmement bizarre, mais ça obéissait donc au principe de Kerckhoff, que vous connaissez sans doute. Alors, il y a 7 principes, mais enfin, les plus importants, c'est les 3 premiers. Un système de chiffrement, il doit être matériellement, sinon mathématiquement indéchiffrable, mais il faut qu'il n'exige pas le secret et que le principe du procédé puisse être public est tombé entre les mains de l'ennemi. Et la clé, par contre, elle doit rester secrète. Et finalement, très rapidement après, il y a eu l'arrivée de la cryptographie asymétrique qui permettait l'échange de clés sans contact physique entre les gens qui communiquaient. C'était Diffie et Hellman pour commencer, et Rivas, Shamir et Adelman ont mis au point des procédés plus pratiques. Et puis PGP de Philip Zimmermann, là, ça a permis enfin de mettre la cryptographie à la portée de tout le monde et permettre aux gens de l'utiliser réellement. Alors, il y a un livre formidable de M. Singh qui s'appelle L'histoire des codes secrets. Donc, je vous conseille vivement la lecture. Ça explique très bien toute cette démarche et notamment la rencontre entre Diffie et Hellman, qui étaient des gens complètement différents. Alors, il y en avait un sur la côte ouest, un sur la côte est. Et alors, Diffie, quand il a entendu parler de ce qu'avait fait Hellman, il a pris sa bagnole, il a traversé le continent d'un coup de bagnole pour rencontrer Hellman. Bon, alors, on parle toujours de Diffie Hellman, il faut aussi mentionner Merkel. On oublie un peu, alors c'est dommage, ils ont été que Diffie Hellman à recevoir le Turing Award. On aurait pu ajouter Merkel, parce que c'était quand même important, l'histoire de l'arbre de Merkel. C'est ce qui permet de réaliser pratiquement la chose. Et puis ensuite, il y a eu PGP de Philippe Zimmermann. Alors, Philippe Zimmermann, il a failli finir en prison, parce que là, c'était toujours l'idée des services secrets. Qu'est-ce que c'est que ce type qui met en service public, enfin, ouvert à tout le monde, un système de chiffrement qui va permettre à tout le monde de faire des choses qu'on ne pourra pas surveiller? Très souvent, l'idée des services, c'est de pouvoir surveiller ce qui se passe et donc de pouvoir décoder. Donc, PGP, conceptuellement, il n'y avait pas vraiment de choses nouvelles par rapport à Diffie, Hellman, Rivest, Shamir, Adelman, mais il mettait ça sous une forme pratique à utiliser, très commode. Alors, en France, jusqu'en 86, les moyens cryptologiques étaient assimilés à des armes, des matériels de guerre. Alors, la loi de 96 a entamé une légère libéralisation. Alors, SSL n'était toujours pas utilisé, mais c'est l'occasion de rendre hommage à Bernard Perrault qui a écrit une version diminuée de SSL qu'il a appelée SSF, avec des clés symétriques plus petites, ce qui permettait de satisfaire aux exigences de la loi. Et puis finalement, ça a été la loi de 96 qui a quand même permis d'aller un peu plus loin. Et puis Lionel Jospin, en 99, a balayé tout ça d'un revers de main. C'est à signaler, bon, j'ai dit du mal de Giscard d'Estaing, donc il faut que je dise du mal d'un homme de gauche pour contrebalancer. Ça a quand même été le seul geste courageux de la vie de Lionel Jospin. Mais c'était courageux parce qu'il avait contre lui
toutes les autorités civiles et militaires et il a imposé son truc. Et ils ont essayé de le baratiner, mais non, ça n'a pas marché. Il a dit la cryptographie doit être libéralisée parce que sinon, ce sera un frein au développement du commerce électronique. Et ce en quoi il avait parfaitement raison. Donc, j'accélère un peu. Alors, oui, ce que je dois dire, j'ai travaillé à l'INSEE, comme je vous ai dit, c'était mon premier employeur. J'ai commencé en fait dans le camp de l'ennemi parce que l'INSEE a lancé un projet qui s'appelait très intelligemment Safari pour que tous les fichiers administratifs utilisent le même identifiant numérique pour coder l'identité des citoyens. Et l'INSEE, alors en tant que petit rouage de l'INSEE, j'ai collaboré à ce projet qui aurait permis l'interconnexion des fichiers nominatifs de toute l'administration et même peut-être au-delà de l'administration. Mais il y a eu un article en 1974 dans Le Monde qui a c'était facile, Safari ou la chasse aux Français, comme quoi un slogan permet facilement de rallier l'opinion. Et donc, ça a été un grand scandale. L'INSEE a été prié de mettre son truc sous le boisseau. Ça a donné lieu à un effort législatif, à la promulgation de la loi informatique et liberté, la création de la CNIL, l'interdiction de l'interconnexion des fichiers. Bon, cette interconnexion des fichiers a quand même été en partie réalisée. Dominique Strauss-Kahn a quand même porté un coup fatal à la crédibilité de cette histoire qui a provoqué la démission du président de la CNIL à l'époque. Alors, cela dit, ça reste très discuté. Est-ce que la plupart des pays européens ont un identifiant unique qui permet l'interconnexion? Quand vous habitez en Belgique ou aux Pays-Bas, quand vous déménagez, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller vous inscrire à la mairie et vous êtes enregistré sur les fichiers de la mairie. Et si vous ne faites pas ça, vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, vous n'avez pas la sécurité sociale, enfin bref, c'est obligatoire. C'est comme... Et ça permet, pour les statisticiens, c'est vachement bien, hein, ça permet de faire des recoupements, des trucs. Bon. Alors, d'un autre côté, on peut se poser la question sur est-ce que ça ne pose pas des petits problèmes par exemple, pour les gens sans papier, mais qui sont quand même des êtres humains et qui, à ce titre, ont des droits, même s'ils n'ont pas de papier en règle. Enfin, le jour où ils n'auront pas d'identifiant unique et qu'ils ne pourront pas mettre leurs enfants à l'école, est-ce que ce ne sera pas une infraction aux droits de l'homme? Moi, je pense que si. Enfin, voilà, tout ça pour dire que ce problème doit encore faire l'objet de réflexion. Alors, les institutions françaises, donc, en 77, alors je passe sur ce qu'il y avait avant, Service central du chiffre et de la sécurité des télécommunications, qui est devenu le SCSSI. C'était celui que dirigeait le général Devine quand je me suis adressé à lui et où il me voyait péter, qui est devenu la DCSSI et qui est maintenant devenue la NSSI de ces messieurs. Alors, la NSSI est devenue un organisme qui n'a plus grand-chose à voir avec le SCSSI à l'époque, c'est-à-dire la NSSI est devenue maintenant un organisme actif de promotion de la sécurité des systèmes d'information et non pas un organisme de répression de l'utilisation de la sécurité. Et puis, il y a eu d'autres innovations, mais c'est assez récent, hein, tout ça pour dire que jusque dans mes années à l'Institut Pasteur, tout ça n'existait pas. Hein. Et donc, mais d'un autre côté, les cyberattaques existaient aussi beaucoup moins. Hein. Alors, il y a eu donc la création des CERT. Alors, ça, vous connaissez, CSIRT, comme il faut dire maintenant. Hein, parce que alors, donc, on peut constater quand même que les autorités américaines ont réagi assez vite aux attaques, puisque donc le premier CERT de l'université Carnegie Mellon a été créé peu après le verre de Morris. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est toujours pareil. Les entreprises, on en parlait encore ce matin, hein, les entreprises sont toujours aussi aveugles, toujours aussi inconscientes, toujours aussi... Alors moi, de mon expérience, bon, alors on peut faire de la cryptanalyse vachement forte, essayer de décoder des logiciels malveillants, des choses comme ça, tout ça, c'est très bien, mais enfin, si déjà pour commencer, les 4 trucs que j'ai
indiqué ici. Si vous avez déjà une équipe compétente, de gens compétents, opérationnels, alors il faut distinguer le RSSI. Alors, quand j'étais RSSI de l'INSERM, j'étais rattaché au DG, donc j'avais le droit de dire tout ce que je voulais, mais tout le monde avait le droit de ne rien écouter de ce que je disais. Je pense que ça, c'est toujours pareil. Hein. Donc, quand je suis passé de RSSI à DSI, le contrat, c'était extrêmement fréquent. Quand j'étais RSSI de l'INSERM, j'allais à une réunion des directeurs d'unité de l'INSERM. Tout le monde me tournait le dos. Ah, voilà encore l'emmerdeur qui va nous imposer des contraintes, des délais, des coûts supplémentaires. Personne ne voulait me causer. Quand je suis passé à DSI de Dauphine, je ne pouvais pas aller manger au restaurant universitaire sans avoir une armée bon, une armée de types, disons, qui me saute dessus pour que je leur fasse tout un tas de trucs dont ils avaient envie. Mais il y avait aussi peu de conscience. Donc, je pense que pour avoir une bonne sécurité, si déjà on a une équipe compétente, réactive et disponible, alors, disponible notamment pour avoir le temps de venir à l'OSCIR, à la JSSI, à l'ARCSI, à des conférences de sécurité partout. Ben oui, c'est vachement important. La plupart des choses, on les apprend comme ça, en rencontrant des autres. Si l'employeur en est encore au stade de la main-d'œuvre où il faut l'ingénieur, il doit être là de 9h à 6h et à travailler au truc que je lui ai dit, ben non, c'est pas comme ça qu'il va apprendre des choses nouvelles et qu'il va connaître des choses et qu'il va avoir des initiatives. Donc, faire de la vie, aller à ce CIR, mettre les systèmes à jour et avoir des réseaux un peu segmentés, ben déjà, si on fait tout ça, on évite quand même une grande partie des attaques qui vous frappent. Et on voit si on regarde ce qui s'est passé pour NotPetya, ben, les gens qui se sont pris NotPetya, genre Saint-Gobain, NotPetya dans la gueule, et ben, c'est qu'ils n'avaient pas fait ça, tant pis pour eux. 185 millions d'euros, ben, tant pis pour eux, ils avaient qu'à les dépenser intelligemment. Je n'ai pas de pitié pour ces gens-là. Alors, un incident qui m'est arrivé quand j'étais RSSI de l'INSERM, alors, l'INSERM, c'est un bon exemple. J'ai écrit un bouquin sur mon expérience à l'INSERM, qui est en accès libre sur mon site. Ils avaient vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait. Alors, un beau jour, le verre Agobot est arrivé au siège de l'INSERM. Le siège de l'INSERM a été paralysé pendant 4 jours. C'est là que les gens ont enfin compris que quand l'informatique était bloquée, plus rien ne marchait. Parce qu'il faut un truc comme ça pour qu'ils s'en rendent compte. Hein. Alors, Agobot ne faisait pas de dommages, simplement il saturait complètement le réseau. On a mis 4 jours à désinfecter tous les postes. C'est un logiciel libre, hein, je pense qu'il est toujours disponible si vous voulez l'utiliser. Je pense que on doit le trouver assez facilement. Il y a des plugins, hein, on peut le perfectionner. Donc, voilà, le siège de l'INSERM a été bloqué pendant 4 jours. Bon, c'était peut-être pas si grave que ça. Après tout, l'INSERM, c'était plutôt les unités de recherche qui sont utiles. Enfin, je vous conseille Egobot, c'était un bon truc, hein, sympa. Alors, pourquoi ça ne s'était pas passé comme ça? Tous les agents du siège étaient en principe configurés par l'équipe informatique, sauf, alors oui, quand même, les agents administratifs, ça, c'est des gens qu'on peut sécuriser parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur portable, enfin, en général. Ils travaillent quand ils sont au bureau, ils ne travaillent pas de chez eux ou en week-end, ce qui évite que leurs enfants installent les logiciels de jeu sur leur ordinateur, enfin, toutes les conneries habituelles auxquelles vous êtes sûrement aussi habitués que moi. Tandis que là, bon, il y avait les portables des commerciaux. Oui, l'INSERM a une société écran chargée de commercialiser ses brevets dans le domaine biologique. Et les commerciaux, eux, ils avaient des portables qui configurent eux-mêmes, c'est-à-dire comment. Il y avait un seul réseau local parce que c'était plus pratique. Tout était dans des serveurs communs. Tous les ports NetBIOS ouverts au vent du large sur l'Internet. Pas de mandataire pour les accès web, pas de sécurisation du courrier. Enfin, finalement, toutes les choses à ne pas faire étaient faites. Donc, finalement, l'INSERM était protégé par les puissances célestes, hein, parce que normalement, on aurait dû avoir beaucoup plus de dégâts que ça, hein, parce que vraiment, et notamment, alors
le vol de nos brevets. Parce que un brevet dans le domaine sanitaire, c'est tout de suite des centaines de millions d'euros. Hein. Ça vaut le coup de les piquer. Donc les pirates étaient peut-être mal renseignés. Oui, alors les gens ne voulaient faire aucune politique de sécurité, sauf tout d'un coup, j'envoyais des bouléens dans mon bureau. Ah bon, ben voilà, on vient d'avoir un contrat avec un industriel de la pharma, mais il veut qu'on soit ISO 27001. Est-ce qu'on peut faire ça pour la semaine prochaine? Enfin, vous avez sûrement déjà vécu ça. Je disais, ben non, ISO 27001, même pour un périmètre réduit, et en mettant les bouchées doubles, c'est entre 6 mois et 1 an. Hein. Bah, ah, bon, bah, tant pis, hein. Bon, alors, inutile de dire que toutes les bêtises faites au siège de l'INSERM, bien sûr, je les avais repérées depuis longtemps, signaler, envoyer des notes, des rapports, tout ça, tout le monde s'en foutait. Bon, ben, voilà. Mais ça, c'est pas nouveau, vous avez tous déjà connu ça. Alors, on avait de l'appui. Alors oui, un truc, il y avait quand même du positif. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, le CERT Renater, c'était vraiment remarquable. À la limite, on avait. Alors, c'était Kostya Korczynski, je crois qu'il n'y est plus, il est parti aux États-Unis depuis des années. Mais c'était vraiment un type formidable. Hein. On était. À la limite, il détectait les attaques contre nous avant nous. Et puis, il y avait un travail de veille tout à fait remarquable. La fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère était Isabelle Morel. Alors, elle organisait des manœuvres comme les militaires. On avait des exercices de sécurité. Alors au début, c'était bof, ça nous cassait les pieds parce qu'évidemment, ça prenait un peu de temps, etc. Mais finalement, c'était très utile. Alors on déclenchait une alerte fictive à un moment donné et on voyait à quelle vitesse on était capable de réagir. Bon, par exemple, on avait repéré que le site de Lille, eh bien, le site de Lille, il était tombé tout de suite comme dans une manœuvre. On avait perdu le contact avec le site de Lille, mais ces exercices étaient très utiles, même si au début, ça nous cassait les pieds. À l'usage, ça s'est révélé nous donner. Alors, il y avait le travail de veille aussi de l'ANSSI. Alors, j'aimais bien, il y avait un bulletin mensuel de l'ANSSI à une époque, qui avait en plus la bon goût d'être typographié avec LaTeX. J'ai peur que ça n'existe plus, je ne l'ai pas retrouvé. Hein. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il soit toujours fait avec LaTeX. J'ai peur que non. Oui. Enfin, je regrette. Enfin, non, non, si je peux introduire une remarque personnelle, si vous pouviez revenir à la texte, c'était quand même bien plus. 5 minutes. Oui, oui, on va y arriver. Oui, oui, je pense que j'ai bientôt fini là. Alors, oui, c'est mon dernier transparent, donc on va même pouvoir avoir un peu de temps. Oui, alors on parlait de chat GPT tout à l'heure à table. C'est formidable. Actuellement, si je conçois un vecteur d'attaque et que je veux l'introduire sur les ordinateurs de mes victimes visées, il faut que je me donne du mal. Il faut que j'envoie des mails avec des trucs piégés, des pages web avec des trucs bizarres dedans pour que si on clique dessus, pof, ça télécharge le truc qui va bien. Non, maintenant, c'est plus la peine. Je mets mon code nuisible dans un logiciel attrayant que j'appelle par exemple, je ne sais pas, logiciel libre de paye du personnel ou de gestion des ressources humaines ou que sais-je, quoi, donc de toute autre chose. Et donc, des tas de gens vont le télécharger, l'installer et hop, il suffira que j'ai mon truc nuisible installé dedans sans savoir rien à faire d'autre. Alors, il faut que je le répande bien commodément. Et donc, le code malfaisant, il suffira que je le mette en suffisamment d'exemplaires sur GitHub sous des noms différents, et obligatoirement, il finira par arriver sur les machines des victimes. Et donc voilà quelque chose d'utile avec ChatGPT, bien plus que les bêtises actuelles qu'on prétend lui faire faire.
Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Donc, c'était pas tellement les nouveautés mais plutôt les anciennetés. Voilà, l'antiquité de la sécurité des systèmes d'information.